Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, à nouveau sur metatv.org. C'est la saison 2, saison à péripéties, et ce soir, on a un invité exceptionnel, c'est Laurent Louis. Salut Laurent, Salut t'es pas. ça va? Ça va, hein, Alors si tu veux. toi aussi, beaucoup de péripéties, donc pour venir jusqu'à présent, alors bonjour évidemment à tous les métanautes qui sont, j'imagine, heureux d'avoir retrouvé le chat et un peu tout en ordre. Et on me dit, il y a Bastos, il y a Sankuka, il y a Frit Fricadel, il y a le Buraliste, il y a Yugi, il y a Cerveau, Balzac, Vanopap, Captain Cap, Liberty, Geneviève, Zozo, Max la Science, Sage, Ghost, Godrich. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Hermite, il y a Geneviève Taboui, Fred de Lille, voilà, en tout cas, Cœur de Pierre, Sgola. Bon, bah bonjour à tout le monde, hein, c'est l'émission spéciale. Alors, titre spécial, parce que c'est toi qui as choisi le titre, Le Oui, jeu de la vérité. j'ai cette chance. Voilà, c'est toi qui a choisi ce titre. Et alors, évidemment, en plus, il y a eu le livre, bien sûr, on va en Mhm. parler, mais quel parcours, parce que depuis, on t'avait pas vu depuis, on va dire, bah, nous, pour ce qui concerne Méta TV, depuis le Métatour, hein, quand on Oui, tout était à passé fait. à Bruxelles. Une Et belle soirée d'ailleurs. belle soirée, on en parlait exactement, oui, on parlait de sacrée étape. Et puis depuis, il y a eu, il s'est passé plein de choses quand même, plein de choses. Et depuis Debout les Belges, et voilà, et puis la Nana Assurance, et puis là, voilà, enfin, Eh il oui, y a eu beaucoup d'étapes. c'est notre devoir. On ne peut pas laisser tomber et laisser les gens sans alternative, sans solution pour l'avenir. Donc oui, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut bien entendu parvenir à passer le cap. Voilà, il y a plus le Parlement, c'est terminé. J'ai plus ce mode d'expression qui m'allait bien et qui me plaisait beaucoup. Ouais. Donc il faut essayer de trouver un autre axe d'attaque. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, ben, des fois, c'est pas Mais toujours Debout les simple, hein. Belges, on n'a pas compris, c'est-à-dire c'est quoi? Il y a eu une scission, il y a eu... parce que comme on a vu ça de l'extérieur, c'est-à-dire après l'élection, les fameuses élections, parce qu'en Belgique c'était tout, il y avait européenne, Oui, c'était tout en une voilà, tout fois. en une fois, voilà. Et après ces élections-là, Debout les Belges, visiblement, s'est fait escroquer l'élection, enfin d'un point de vue de ceux On est complotiste, bon, hein. voilà, évidemment, c'est mon côté complotiste comme beaucoup, mais bon, on a retrouvé des bulletins dans des écoles, on a bien vu que, je sais pas, il y a eu plein de témoignages de gens du PS qui s'enfuyaient avec des urnes, on savait pas où ils allaient, Oui, des etc. Bon. zones qui ont mis 4 heures pour parfois parcourir moins de 30 kilomètres. Oui, voilà, C'est il y a eu une panne aussi informatique pas à Bruxelles, l'informatique. Il y a même des gens qui n'ont pas pu qu'on n'a pas voter. pu Et on a voter. annulé les On votes. a annulé les votes, voilà, enfin, Mais c'est quand bon, même... Bon, pour nous, vu de France, ça fait blague belge. mais le pire, c'est que par exemple, on donne des conseils pour les élections au Congo. Oh, les Ah, malheureux. la Belgique. On n'est même pas capable Mon Dieu, d'organiser amis des congolais, si élections vous nous nous-mêmes. écoutez. Et au Congo, on va donner des leçons. Ah, remarque, Donc, ils ont pu donner des leçons à Mobutu hein, pendant un certain temps, c'est ouais, mais possible. lors des dernières élections en 2011-2012, on a réélu, enfin, Kabila en RDC, c'était la même chose qu'en Belgique en fait. Des urnes ouvertes, Ah, des bah, billets, des bulletins de vote qui étaient éparpillés dans des hangars. La même chose. d'accord. Exactement la même chose. Je pense que la Belgique exporte très bien son modèle de fraude électorale. Mais sans vergogne. En plus, on l'annonce hein, dans les journaux, dans les médias. Mais ça ne gêne personne, semble-t-il. Donc voilà, c'est cette démocratie à deux vitesses, hein. De Oui, toute puis il y façon, tant que avait... le PS en sort gagnant et que les partis traditionnels sont gagnants, je pense qu'ils sont contents Ouais, comme tout le monde ça. est content, mais il y a eu le... Il faut le dire aussi. Alors, on va encore en traiter de complotisme, mais bon, il y a eu un false flag juste la veille Ah de oui, l'élection quand même. ça Parce qu'elle est c'est... fabuleuse cette histoire. Alors c'est un certain, puisqu'on l'a arrêté depuis, c'est un certain Mehdi Nemouche, Nimouche, soi-disant. oui. Voilà, il s'est Oui. fait arrêter dans un bus à Marseille. Alors c'était pratique parce qu'il avait gardé l'arme Oui, tout hein. sur lui. Donc Moi je trouve ça extraordinaire. les mecs à chaque Le fois, gars, ils franchement, ils vont tuer 5 personnes, il laisse sa carte ouais, d'identité. Bon là, le mec, ça fait 10 jours, il avait encore l'arme sur lui, le machin, le truc, les mêmes plus vêtements. c'est Bon, gros et plus ça passe. c'est quand même. Donc, c'est celui qui peut encore croire à ces thèses-là, il est malade. Il a un problème, je ne sais pas. C'est tellement gros que je ne comprends pas aujourd'hui que il n'y ait pas plus de personnes qui partagent nos points de vue. Aujourd'hui, si on dit que l'attentat au musée juif de Bruxelles est un false flag, un attentat sous faux drapeau, on nous prend pour des complotistes. Mais
tout est là, les éléments sont là et prouvent que voilà, le gars il est suffisamment intelligent pour mettre sur pied une opération commando dans un musée en plein centre de Bruxelles un samedi après-midi. Et il sait le faire, il parvient à s'échapper, il parvient à fuir le pays, disparaître parce pendant, il fuit le pays puisqu'on pendant le une retrouve en semaine, France, ouais. mais il est con au point de se promener avec son arme et les mêmes vêtements. Voilà. Voilà. Et on doit y croire. C'est comme ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo. Hein. Bon, on est dans le même scénario. Hein. C'est presque la même chose. Je veux dire, un gars ou deux gars là qui déboulent, qui tirent et qui après qui s'enfuient. Sauf qu'ici, ils laissent leur carte d'identité. Ça, c'est encore mieux. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est tellement gros. C'est triste, hein, Ah ouais, c'est triste parce que voir cette affaire, en plus, on nous a un peu, j'ai envie de dire, enfumé, parce que tu sais, il y a eu une manifestation en France, bon, toujours les mêmes, etc., de nos amis. Et, j'y étais d'ailleurs, j'ai vu la manifestation, j'étais juste à la main d'or en train de faire l'audition de certains courtiers, et donc justement la marche qui passe juste à côté. J'ai quand même été, je suis Charlie. Non, c'était très intéressant d'y aller en disant je ne suis pas Charlie. Mais ouais, on ne se fait pas entendre là-bas. Pas trop, quoi. Non. Mais là, bon, j'ai vu, c'est vrai qu'ils ont mis le paquet, c'est-à-dire qu'on a voulu, on le sent qu'il y a eu des forces, en tout cas, pour empêcher Debout les Belges de prendre, on va dire, plus d'importance politiquement, quoi. Je pense que le mouvement, lors des élections, c'était 9000 membres. Oui. Donc en moins d'un an. Donc c'est clair, c'est un mouvement populaire énorme, incroyable. Je pense que la Belgique n'avait jamais connu cela. Moi, j'ai vécu des choses incroyables. Je n'oublierai jamais cette période-là de ma vie. C'est le fait d'aller sur les marchés et d'être vraiment applaudi par les gens, alors qu'ils huaient les autres, hein, les partis concurrents. Donc il y avait véritablement un mouvement populaire et un mouvement de sympathie pour Debout les Belges et surtout pour mon travail, évidemment. Mes interventions au Parlement, je pense qu'aujourd'hui, ça fait 1 an bientôt que le nouveau Parlement est établi. Et je n'ai pas encore vu une seule vidéo qui a fait le tour du web ou qui a été postée par des députés belges. Tout le monde s'en fout, il n'y a rien d'intéressant qui se passe de nouveau au Parlement. Donc c'est clair que les gens m'ont beaucoup soutenu. Ça a fait peur à l'État belge. Faut quand même dire qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte contre Debout les Belges et contre moi-même pour organisation terroriste. Donc là, on dépasse l'entendement. Une organisation terroriste, c'est fou, mais c'est risible. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Au parquet fédéral, il y a des gens qui enquêtent sur ça. Ils n'ont rien d'autre à foutre. Mais les mouches, ça, ils l'ont laissé passer. Enfin, plein d'autres choses, ils l'ont laissé passer. Mais bon, Debout les Belges, non. Donc forcément, il fallait une réponse. Et à partir du moment où la stigmatisation dans les médias ne marche pas, il fallait de un, cette stigmatisation lors de l'attentat au musée juif de Bruxelles. Parce que limite, je veux pas dire, mais ils t'ont accusé dans la presse. Oh, enfin, on m'a accusé le soir. Voilà, sur des chaînes, les chaînes belges, mais des chaînes françaises. J'ai passé la nuit avec un fourgon de police devant chez moi, avec des inspecteurs de police qui faisaient la ronde dans le jardin qui entoure la maison pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait venir pour me régler mon compte. Suite à ces propos totalement surréalistes et irresponsables de Joël Rubinfeld, le président de la LBCA, donc c'est l'équivalent de la LICRA française. Et donc, voilà, c'est fou de voir aller voter sous protection policière. Et moi, je croyais totalement rêver. Je me suis dit, mais moi, j'ai rien fait là-dedans. J'ai rien à voir avec ce musée juif dont je ne connaissais même pas l'existence. Et bon, évidemment... à ça, on a rajouté la fraude électorale parce que là, elle a été massive. On m'a donné un très bon score. Bon, certains diront que je suis encore mytho, mais bon, j'ai un très bon score. Je fais le 7e meilleur score du Hainaut. Donc, il faut savoir que dans le Hainaut, il y avait 18 sièges à pourvoir. Donc, je fais le 7e meilleur score. Donc, normalement, je devrais être élu. Oui. Mais le système est bien fait et bon, il faut avoir un seuil électoral au niveau de la liste qui est de 5%. Et nous étions à 3,5%. Forcément, parce que dans ma liste, c'est moi qui ai fait les voix. Et ceux qui étaient là, ils ont participé, ils ont aidé. Mais ils n'ont pas fait suffisamment de voix pour que la liste puisse, dans sa globalité, atteindre les 5%. Donc voilà, c'est encore une aberration du système électoral belge qui fait qu'on a beau faire le meilleur score possible, parce que 7e,
sur des milliers de candidats. Je trouve ça très très bien, je suis très content de mon score. Mais même ça, ça ne suffit pas. Il faut encore plus. C'est ce qui marque que nous sommes dans le règne des partis politiques. Or, ces partis politiques ne sont pas reconnus par la Constitution. Tout ça, ce sont des montages mis en place par les députés de ces dernières années et qui ont mis toutes ces règles pour empêcher en fait le simple citoyen de parvenir au Parlement. Et encore une anecdote, c'est que il y a 5-6 ans d'ici, on pouvait se présenter tout seul, sans personne avec soi. Aujourd'hui, c'est interdit. Et il faut un parti, c'est ça, il faut absolument. Eh bien, il faut absolument, enfin, on peut faire autrement, mais enfin, il faut avoir au moins, par exemple, dans le Hainaut, qui était ma circonscription, il fallait avoir une personne effective, mais il fallait avoir 9 suppléants. Donc, il faut déjà être 10. Pour avoir le droit de se présenter aux élections, il faut déjà être 10. C'est pas ça la démocratie. Normalement, n'importe qui doit avoir la possibilité de se présenter aux élections, seul, sans argent. Et tout le monde sur le même pied d'égalité, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est une dérive du système électoral belge qui fait que tout est fait pour empêcher les personnes esseulées ou qui ne sont pas membres d'un parti politique bien établi d'avoir accès au Parlement. C'est de plus en plus difficile. On cadenasse de plus en plus les élections pour que finalement ils fassent ça entre eux. Et je pense que déjà avant les élections, ils se sont déjà répartis les sièges et qu'ils ont déjà convenu du résultat. D'ailleurs, c'est surprenant. Lors de la soirée électorale, eh bien, nous étions donc tous réunis à Charleroi pour suivre en direct les résultats, parce qu'on doit suivre ça sur Internet, à la télévision. Et moi, je vois à 19h, tous les présidents de parti prennent la parole et ils s'expriment sur le résultat. Et alors moi, je vais voir sur Internet, au ministère de l'Intérieur, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et il y avait 10% de dépouillés. Donc avec 10% de dépouillés, eux, ils savent déjà qui a gagné. Donc ça, c'est fou. Moi, il a fallu attendre 2 jours pour avoir les résultats définitifs. Ouais. Mais eux, à 19h, alors qu'on pouvait voter jusqu'à 17h, ils savent déjà tout. Ils prennent la parole, ils font des conférences de presse. Voilà, ils commencent déjà à négocier. On n'a même pas les résultats. Alors si ça, on veut encore me dire que tout n'est pas truqué et tout n'est pas arrangé à l'avance, je suis désolé. Parce que si c'était possible, moi aussi, j'aurais dû savoir à 19h que je n'étais pas élu. Or, à 19h, on ne savait rien du tout. Donc voilà, ça c'est un peu quand même des éléments. J'ai envie de dire, une espèce de coup d'État parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Suède où voilà, les élections elles ont été invalidées à l'avance. Oui. Voilà. Et là, la Belgique, j'ai l'impression qu'il y a eu une opération sur la Belgique pour empêcher en tout cas qu'il y ait une émergence d'une force un peu. Voilà, bon, en Suède, ils sont carrément allés on interdit les élections, puis en Belgique, voilà, il y a eu toute cette pression, quoi, et puis cette triche, ces machins. Bah oui, je pense que ce sont les armes qui sont utilisées par un système qui est en fait au bout du rouleau. Donc il ne se cache même plus pour violer clairement la Constitution et les bases même de la démocratie. Donc ça montre vraiment que le système, il est à bout de souffle. Il n'a pas d'autre solution que de tricher pour parvenir à subsister. Bon, c'est triste. Malheureusement, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui, ce système. Parce que avant que tous les citoyens s'en rendent compte et surtout qu'ils décident de réagir, autrement qu'en étant derrière son clavier d'ordinateur, eh bien, je pense qu'il y aura encore de nombreux gouvernements qui vont se succéder et il y a la désinformation médiatique qui est toujours présente. Donc voilà, moi je l'ai vécu. C'est pour ça qu'après les élections et le jour même, je l'ai dit très clairement que pour moi, il était illusoire de pouvoir encore penser arriver un jour au Parlement par une voie normale, par la voie de l'élection. Par la voie de l'élection. Parce que je pense que simplement on se fout de notre gueule. Et qu'aller aux élections, ça coûte beaucoup d'argent. Le mouvement de Boulet Belge a quand même dû dépenser, depuis sa création, plus de 40 000 euros. Tout ça, ça ne vient pas du ciel. Hein. C'est pas évident à rassembler comme somme d'argent. Donc je pense en fait que voilà, on est bon pour participer aux élections parce que ça fait de marcher le commerce. Hein. On doit avoir des tracts. On participe en fait, on donne l'illusion aux gens qu'il y a peut-être moyen d'y arriver. Et donc en donnant cette illusion-là, on participe quand même à ce système qui est établi. Et tout est une question de pognon. Comment rivaliser avec 40 000 euros avec des mouvements comme le Parti Socialiste qui dépense 4 millions d'euros pour ces élections-là?
C'est pas possible. À un moment donné, il faut bien se rendre compte que c'est David contre Goliath en permanence. On n'a pas accès aux débats télévisés, on n'a pas accès à la presse, on n'a accès à rien du tout. Et malgré cela, avec un boycott total, j'arrive encore à faire près de 15 000 voix, 7e meilleur score dans ma province, 3,5%. Malgré tout ça, je dis franchement, c'est fameux. Mais je sais que c'était bien plus. Parce que quand je circule dans les rues, parce que je suis toujours très proche des gens, tout le monde me dit on a voté pour vous, on a voté pour vous, on a voté pour vous. Je dis mais si je dois compter tous les gens qui disent qu'ils ont voté pour moi, on est largement au-dessus des 15 000. Hein. Mais bon, c'est normal. C'était pas possible qu'on permette à un emmerdeur tel que moi de continuer son travail au sein de ce Parlement. J'étais devenu leur cauchemar. Toutes les semaines, en train d'intervenir, le président de la Chambre qui me téléphonait pour me dire « Je vous en supplie, ne faites pas de scandale aujourd'hui, que tout se passe bien. » Ah oui, il t'appelait. Oui, il m'appelait. Donc non, sincèrement, je pense que le nombre de spectateurs qu'on faisait venir dans le Parlement, tous les services de sécurité étaient dépassés. On me disait, mais vous nous donnez une surcharge de travail pas possible. Je dis, mais comment? Je fais simplement en sorte que les citoyens de ce pays viennent assister au débat parlementaire. C'est pas ça qu'on entend à la télévision, au niveau des discours politiques, et réintéresser les citoyens à ce qui se passe en politique. C'est ce que je fais. Pourquoi moi c'est pas bon? C'est de l'hypocrisie. Ouais. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur petite magouille entre eux. Qu'il n'y ait surtout pas d'un gars extérieur qui vienne mettre son nez dans leurs petites affaires et que tout se passe bien. Je pense que là, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de Laurent Louis pendant un certain temps au Parlement. Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, des poursuites en justice, des attaques en règle dans la presse, on m'a totalement humilié, stigmatisé. Ah oui, j'ai envie de dire presse belge et française, parce que même le petit journal s'est amusé à faire une part sur toi, etc. Oui, bon, on a été plus loin, un journaliste de RTL TV, donc c'est quand même, c'est l'équivalent un peu de TF1, qui commence son émission en disant « Faut-il faire taire le député Laurent Louis ?» Je suis désolé, si ça, c'est pas des incitations à la haine, faut-il faire taire? Mais de quelle manière? C'est ça, on peut quand même poser des questions par rapport à ce genre de commentaires. Donc voilà, j'ai fait mon expérience par rapport au monde politique. Je sais aujourd'hui que les mots ne suffisent plus. Il faut autre chose. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Et je pense qu'on a été trop gentils jusqu'à présent. Oui, tu vois, il y en a qui disent « J'ai voté Laurent Louis aux dernières élections. Tu as tout mon soutien, Lolo, ainsi que tous mes proches. » C'est Soussou. Soussou 13. Voilà. Je le remercie. Il n'est pas le seul. Mais bon, c'est vrai. Il y a beaucoup d'amis belges qui nous regardent, de toute façon, on le sait. Ils doivent être encore plus présents aujourd'hui dans cette journée spéciale. Mais alors, justement, après Debout les Belges, alors, ça, c'est la chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils se sont sentis, alors, moi, évidemment, mais je connais beaucoup de gens, membres de Debout les Belges aussi, avec qui je suis en rapport, et qui me disent « Oui, mais Laurent Louis, après l'élection, c'est comme si ils se sont sentis abandonnés. » Pourquoi il y a eu ça? Oui, mais c'est symptomatique, malheureusement. Je pense que les personnes qui ont rejoint Debout les Belges, ils attendent un messie. Et le messie, il n'existe pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas... Alain Soral, ce n'est pas... déjà. Ce n'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas... Voilà, il n'y a pas de messie. Et donc, c'est vrai que certaines personnes ont mis beaucoup d'espoir en moi. Mais je suis désolé. Le soir des élections, je ne suis pas élu. Qu'est-ce que je dois faire? Prendre les armes et faire un coup d'État? Envahir le Parlement? Oui, je veux bien, mais je me serais retrouvé tout seul et c'est moi-même qui aurais été dans les cachots. Donc non, à un moment donné, il faut juste comprendre que... ces mois de campagne, parce que ça a été des mois de campagne électorale, ont été particulièrement pénibles. Ils ont été très très durs. On s'est beaucoup attaqué à mes proches, on s'est beaucoup attaqué à ma famille, à ma femme, à ma fille. Ça ne se voit pas parce que j'ai jamais voulu communiquer là-dessus parce que ma situation familiale est telle que je n'ai jamais voulu la mettre en avant pour pas qu'on dise que j'essayais de faire de la récupération politique, parce que j'ai une petite fille qui est handicapée, parce que mon épouse actuelle, enfin mon épouse d'aujourd'hui, à l'époque, n'avait pas de papier. Donc voilà, je n'ai pas voulu entrer dans ce jeu-là pour ne pas aller exposer une situation privée en disant « Oui, voilà, finalement, Laurent Louis, il utilise sa vie privée pour se donner une bonne image ».
Voilà, non, j'ai jamais voulu faire ça, mais ma famille a vécu des moments très difficiles avec ces menaces venues d'Israël et de cet imbécile d'Ulcan. Il y a eu ça, il y a eu le harcèlement de la police, de la justice, il y a eu toutes ces critiques en permanence, il y a aussi eu toute cette mauvaise atmosphère et le fait que j'aille au cachot quand j'ai été en campagne électorale. C'était vraiment très pénible à vivre pour l'entourage. Et donc, à un moment donné, il faut souffler. Donc, après les élections, je dis, on va souffler. On va faire un petit peu le break. Et puis, il faut bien se rendre compte aussi que pendant 4 ans au Parlement, j'ai souvent joué le rôle d'assistant social, de psychologue, de coach aussi. Mais là, c'est moi qui avais besoin de souffler un petit peu parce que quand même, celui qui avait perdu son job, c'était pas les gens qui étaient autour de moi, c'était moi-même. Et donc, il faut savoir se retourner. Il faut pouvoir trouver une optique dans un pays où tout est cadenassé, où on sait que tu n'es pas apprécié par l'établissement, que tu as beaucoup d'hostilité et que des gens se sont jurés de te faire terminer sous un pont. Donc évidemment, à un moment donné, il faut souffler un petit peu et il faut essayer d'organiser le combat, de se poser pour savoir, voilà, vers où je vais aller. Donc voilà, ça n'a pas été simple. Certaines personnes ont cru que je baissais les bras et que je jetais les gants. C'est pas le cas. Tout simplement, il fallait de toute façon trouver une alternative. Nous avions le temps, puisque les prochaines élections, c'est en 2018 des élections communales, mais sans grand intérêt. En ce qui me concerne, les élections communales m'en tapent. C'est pas ça qui change le quotidien des gens de manière durable. Les prochaines élections, c'est 2019. Il n'y a pas urgence. Ça va, on a le temps de se poser, de prendre les bonnes décisions. Puis après, il y a des gens qui sont un peu opportunistes, qui sont là parce qu'ils voyaient déjà le poste de député leur tomber dans les bras et profiter de l'effet autour de moi pour pouvoir. Il y a toujours un peu de ça dans les milieux politiques. Toujours, mais ça c'est tout le monde. Surtout ça c'est tout le monde. Semble-t-il, l'élection est un moment où tout le monde s'enflamme un peu aussi. Oui, parce qu'on en parle. Ouais. On en parle beaucoup et donc ça donne des idées à certains. Et c'est clair qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, qui n'avaient comme seule et unique ambition d'arriver au Parlement. Mais les gens n'y connaissaient strictement rien. Il y en a qui, même 18e sur la liste, ils pensaient quand même arriver au Parlement. Bon, oui, mais bon, voilà, il faut gérer ça aussi. Il faut gérer les déceptions. Et comme on le sait, à chaque fois qu'il y a une déception, il faut toujours trouver un responsable. Et donc, le responsable, c'est souvent moi. Mais moi, je n'ai jamais rien promis à personne. C'est clair qu'on a fait des listes électorales un peu partout dans le pays, surtout pour répondre à la demande qui était très importante au sein de la population de pouvoir exprimer un vote de contestation en votant pour Debout-les-Belges. C'est pour ça qu'on s'est présenté partout sans avoir les moyens de faire campagne. Il faut quand même se dire qu'on s'est présenté dans des provinces comme le Brabant wallon, comme Namur, comme Liège, où on n'a même pas distribué un seul tract. Et malgré ça, on a fait des voix. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. On s'est concentré sur ma circonscription, ça a toujours été décidé comme ça dès le départ. Et bon, oui, les gens n'ont pas compris mon positionnement. Mais quand on a donné le meilleur de soi, quand on sait qu'on ne pouvait pas faire plus, qu'on ne pouvait pas passer plus d'heures sur le terrain, qu'on ne pouvait pas avoir plus d'argent pour aller toucher les citoyens, quand on sait qu'on a fait son devoir et qu'on a fait tout son possible et que malgré cela, ça ne marche pas parce qu'en haut, ils ont décidé de truquer les résultats, à un moment donné, il ne faut pas continuer à jouer ce jeu de con. Hein. Il faut se dire, bon, voilà, tirons les conséquences de cette expérience. Par la voie politique, on peut peut-être continuer à le faire. Je n'ai jamais dit que j'arrêtais totalement la politique. J'ai dit qu'il fallait tourner une page. Il fallait tourner cette page politique parce que je n'étais plus au Parlement pour mettre sur pied un autre mouvement, une autre forme de mouvement, qui puisse avoir des bases solides pour pouvoir proposer une alternative politique. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, Debout-les-Belges doit se transformer dans une sorte de lobby, de propagande, d'organismes d'information pour justement aller toucher les citoyens. Maintenant, bien évidemment, il faut trouver un financement pour ça. Il faut savoir comment on finance cette information. Comment on va toucher les citoyens. Je ne sais pas, moi, faire des tracts, ça coûte de l'argent. Aller sur les marchés, donner quelque chose aux gens pour qu'ils
ils ouvrent leur esprit, ça coûte de l'argent. Ouais, bien sûr, Tout ouais, mouvement ouais, bah demande oui. de l'argent. Ouais. Et donc, évidemment, il faut maintenant trouver des sources de financement. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de rechercher depuis la fin de mon mandat. Je n'ai absolument pas baissé les bras. Je tiens juste à dire que je suis toujours présent. On a encore fait certaines réunions. Mais bon, des réunions, quand on n'a pas un euro à dépenser pour aller à la rencontre des citoyens, c'est bien, mais voilà. J'essaye, je continue en tout cas mon boulot, je suis toujours très actif. J'ai repris ce qui m'avait fait connaître dans le passé, c'est-à-dire d'être très présent sur les réseaux sociaux. Donc je suis toujours très présent sur Facebook. Je pense que c'est pour moi le meilleur outil aujourd'hui, plus que mon site internet personnel. Je pense que Facebook, ça permet d'être en contact directement avec les citoyens. C'est très rapide, une idée passe en tête, on l'écrit, hop, voilà, ça. Je vois qu'il y a de plus en plus de succès, là. Je vois que les gens me suivent de plus en plus, malgré qu'aujourd'hui, ben, je ne suis plus rien. Si ce n'est qu'un citoyen comme les autres, peut-être toujours présidente de Boulet Belge, mais bon, voilà, je n'ai plus de fonction officielle, mais les gens continuent à être là. Euh, il y a eu, bien entendu, des problèmes internes au niveau de Boulet Belge, Oui, je on n'en est, disconviens pas, hein. on est tous un peu Donc ça, c'est clair que au courant. malheureusement, dans chaque organisation, il y a des problèmes de personnes. Je pense que vous l'avez subi dernièrement. Donc voilà, bon, bah, on peut parler d'Abdeslam Lagmiche si on le Ah souhaite. Je oui. pense que Bah, moi, si on alors, est au jeu de la j'aimerais vérité, savoir. Ah bah, on est au jeu de la on peut vérité. en parler, hein. Alors, allons-y, voilà, parce qu'on est au jeu de la vérité. Et justement, bah, Abdeslam, il était un personnage important de Boulet Belge. C'était le numéro 2. Ou alors, je me trompe, je sais pas. Enfin, c'est comme ça que Bah, dans j'ai- sa tête, il était important, oui. Voilà, alors bon. Voilà, mais ça, Bon, il nous a donné l'image, justement, d'être. Pour moi, en tout cas, je le percevais comme un personnage important de Boulet Belge. Limite, justement, numéro 2 quoi, enfin, dans la hiérarchie. Et j'ai appris plus tard, donc je sais pas quoi, qu'il avait des financements iraniens, que c'était un. J'ai pas trop compris s'il était agent ou c'était. Alors là, ah, je ne mais balance pas de rumeurs, hein, je pose une question. en tout cas, ce sont des choses que j'ai pu apprendre après. Mm. Moi, je ne sais pas faire la clarté sur cette affaire, c'est très compliqué. Euh, Moi, quand j'ai lancé Debout les Belges, Abdeslam Lagmiche est venu en disant voilà, qu'il avait un peu d'argent de côté et qu'il était prêt à l'investir dans le mouvement parce qu'il croyait en moi et qu'il croyait aux valeurs que je défendais. Euh, il était déjà présent dans le mouvement islam que j'avais rejoint pendant un moment très, très court. Oui, le fameux mouvement Et islam. ouais, le fameux mouvement islam. Et donc voilà, il m'a suivi avec Arnaud Tellier, qui était mon attaché parlementaire. On a développé Debout les Belges et c'est vrai que oui, Abdeslam est venu avec ses fonds. Maintenant, d'où il les a tirés, je ne sais pas le savoir. Moi, je n'ai jamais eu un seul euro en poche. C'est lui qui a toujours tout géré au niveau financier. Je sais qu'il y a eu des problèmes, hein. Par exemple, d'ailleurs, j'en profite ici pour m'excuser parce que j'ai appris après les élections qu'il y avait toute une magouille financière autour du congrès de la dissidence du 4 mai. Ah oui. Oui, 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 où des places ont été achetées, je pense à 15 euros, je pense. Il y a eu des paiements qui ont été faits via PayPal. Et j'ai appris par la suite que ce compte PayPal était en fait ouvert au nom de la gérante de la librairie Xim à Uccle et que c'est Abdeslam qui avait finalement récolté tout cet argent à la fin des élections. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on avait promis à tous ces spectateurs qu'ils allaient être remboursés, au moins de 10 euros, et que ce remboursement n'a jamais eu lieu. Et donc Ah, faire tout ça ouais. derrière mon dos, parce que j'étais au courant de rien dans cette histoire, je ne savais pas qu'il y avait un compte PayPal qui avait été créé, parce qu'on ne sait pas tout savoir. Mhm. On peut diriger un mouvement, mais bon, s'il faut s'occuper de tout, c'est pas possible, hein. Donc j'avais laissé ça à Abdeslam. Et je suis navré pour toutes les personnes qui ont été bernées en fait dans cette histoire et qui n'ont jamais revu la couleur de leur argent. Je trouve ça inadmissible, hein, parce que c'est le mouvement de Boulet Belge Qui est organisateur, ouais. qui est organisateur, qui est entaché par de telles mauvaises gestions et c'est presque de l'escroquerie. Donc voilà, malheureusement, je n'y peux rien. Moi, je ne Ouais. sais pas récupérer cet argent et rembourser les gens. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de problèmes avec la librairie Xim à Uccle, où ces gens ont finalement fui en ne payant personne.
Donc là, j'ai eu Encore ce matin, j'ai eu un mail du gars qui a fait le livre Fan de Dieudo mais pas facho. Oui, oui, oui. On ne revient plus sur son nom. Ben, qui lui aussi me demandait si j'avais des nouvelles de la librairie Xim parce qu'il n'avait pas été payé de ses bouquins. Et voilà, mais ça retombe toujours sur moi. D'accord. Et malheureusement, ces gens m'ont totalement arnaqué aussi parce que on m'avait promis que je pourrais vendre mon livre debout dans une vraie librairie, dans la librairie dissidente qui allait s'installer un peu en dehors de Bruxelles. Donc on a fait un nombre d'exemplaires suffisamment important pour qu'on puisse les couler dans un vrai magasin, on va dire. Ils ont disparu, sans crier gare. Il paraît que maintenant qu'ils sont en train de s'occuper de chevaux dans le nord de la France. Donc voilà, mais ça évidemment, ce sont des gens qui ont senti l'opportunité de se faire de l'argent, il faut le dire tel qu'il est, qui sont venus et qui ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire, et en donnant une mauvaise image du mouvement. Et je peux comprendre que certaines personnes se sentent aujourd'hui escroquées. Je pense à notre ami Axo, qui réalise toutes ces... on lui fait une dédicace. Donc oui, je sais qu'il est en train de nous regarder là, chez lui. Donc on le salue bien fort, évidemment. Donc je pense qu'il y a lui, il y en a plein d'autres qui n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Et ça, c'est quand même grave. Alors moi, évidemment, je ne peux pas continuer à travailler avec des gens comme ça. Ça, c'est évident. Donc voilà, c'est comme ça. Abdeslam... c'est lui qui a mis tout sur pied avec la librairie dissidente, la librairie Sim, c'est lui qui a incité à ce que ça se passe comme ça. Bon, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, Abdeslam Lakmich, plus personne n'en entend parler. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. La librairie Sim, elle n'existe plus. Ils ont fui. Moi, je suis toujours là. Donc, je pense que ça veut tout dire. Arnaud Tellier, bon, malheureusement, et lui, c'est un plus grand regret parce que je pense que c'est quelqu'un de compétent. C'est quelqu'un qui, humainement, m'a beaucoup marqué au niveau de mon combat. On ne s'est pas toujours compris. Bon, ça, c'est normal. Je veux dire, quand on travaille en permanence ensemble, il peut y avoir des petits accrochages par moment. Mais vraiment, Arnaud est quelqu'un qui il est profondément dissident dans sa tête. Et je pense que ses comportements et sa vie le démontrent. Donc pour moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour lui. Il se fait qu'après les élections, il n'avait plus envie d'avoir de patron. Je peux le comprendre, moi je n'ai jamais voulu avoir de patron. Donc à un moment donné, on s'est séparés. Et c'est vrai que maintenant, debout les Belges, je me retrouve un petit peu seul au niveau de ces structures dirigeantes de l'époque. Abdeslam, c'est pas grave, je pense qu'on s'en sortira mieux sans lui. Arnaud, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça, c'est aussi la jeunesse qui parle. Je dirais, à son âge, j'aurais peut-être fait la même chose. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait quand j'avais son âge, sinon je ne serais pas arrivé au Parlement. Donc, je ne peux que l'encourager à suivre son chemin. Mais voilà, donc ici, ma volonté dans les prochaines semaines, d'ailleurs, il y a une réunion qui a été fixée pour la semaine prochaine, c'est de redémarrer Debout les Belges avec une autre structure, avec d'autres personnes. C'est vrai que j'ai besoin d'avoir des personnes qui ont un peu plus de fond. On a souvent dit que Debout les Belges, c'était un mouvement de baraki. Et c'est quelque chose qui me fait mal parce que, de un, c'est un manque de respect par rapport aux personnes qui ont donné du temps, de l'énergie, de l'argent pour le mouvement, qui se sont donné corps et âme pour m'aider dans cette entreprise vraiment très, très difficile. Et donc oui, c'est vrai, Debout les Belges a démarré avec une base militante très populaire, avec des gens qui n'ont pas de moyens, des gens pauvres, des gens qui connaissent les difficultés de la vie, des gens qui sont peut-être aussi un peu perdus, des gens qui sont au chômage et qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie. Eh bien, je vais dire, je préfère avoir travaillé avec des gens de ce type-là qu'avec des universitaires. Parce que les universitaires, ils sont bons derrière leur ordinateur ou dans leur bureau doré, mais je n'aurais jamais vu un universitaire venir à mes côtés tous les jours, par soleil, par pluie, par vent, venir avec moi sur les marchés à la rencontre des citoyens. Sans eux, ces gens que l'on méprise en permanence, que les médias ont méprisés, que Canal+ a méprisé, eh bien, voilà, j'aurais rien pu faire, j'aurais été tout seul. Et donc moi, je suis fier à la limite d'être à la tête de ce mouvement qui a été considéré par beaucoup comme un mouvement de baraki. Mais finalement, moi, je préfère être à la tête d'un mouvement de sans-dents
comme certains le diraient, que d'accuser et d'ironiser sur les sans-dents. Parce que moi, mon objectif, c'est de venir en aide à cette population-là. Mon objectif, c'est d'aider ceux qui aujourd'hui n'ont pas vraiment d'espoir. Ils sont paumés dans un monde qui ne veut pas d'eux. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il vaut mieux rapporter de l'argent que de ne pas en rapporter. Et ces gens qui sont malheureusement un peu perdus, ils ne rapportent rien. Ils ne font pas marcher l'économie, donc tout le monde s'en fout. Donc voilà, moi je pense que j'ai été très heureux de côtoyer toutes ces personnes, dont je suis d'office très très proche. Mais je pense aussi maintenant qu'il faut aller un peu plus loin et que quand on va redévelopper le mouvement Debout les Belges, le restructurer, il faut aussi des personnes qui soient capables de tenir un discours politique. Tout ne peut pas tourner autour de Laurent Louis. J'ai besoin d'un pendant féminin, ça c'est certain. Je pense que je l'ai trouvé, ma petite idée dans ma tête. Maintenant, il faudra que ce soit accepté par tout le monde. Donc voilà, je voudrais vraiment que ce mouvement puisse vivre même sans moi. Ça, c'est important parce que la vie est comme ça, il peut toujours arriver quelque chose, on ne sait jamais. Personne n'est éternel. Et donc, voilà. Non, parce que il y a eu des hauts et des bas. Ouais, parce que ce mouvement, ça a suscité quand même un énorme espoir en Belgique, quoi. Il y a eu beaucoup de gens qui voyaient quand même l'avènement, en tout cas, d'un espèce de renversement politique, quoi. Qui voyaient, qui se disaient, voilà, on va enfin pouvoir avoir une vraie représentation populaire, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ça aussi, ça a posé des problèmes. Parce qu'à force de mettre trop d'espoir dans quelqu'un ou dans une idée, finalement, on peut être très vite déçu. Et ça, je l'ai connu après, des gens qui étaient déçus, qui estiment que je n'ai pas fait assez. Mais qu'est-ce que je pouvais faire plus ? On a mis la Belgique sans dessus-dessous. On n'est pas revenu à faire en sorte que pour la première fois, on lance des autopompes sur un parlementaire, qu'on le mette dans un cachot. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je veux dire que des fois, on est assez exigeant envers moi et assez intransigeant. D'autres, par exemple, au congrès de la dissidence, se sont contentés de rester dans une chambre d'hôtel. On ne les a pas insultés et on ne leur a pas dit qu'ils auraient pu faire encore plus. Moi, j'étais là en première ligne. Donc, voilà, c'est ça un peu. Je trouve que c'est un peu deux poids, deux mesures. Il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai pris tous les risques que je pouvais. D'ailleurs, il y a quand même toujours cette épée de Damoclès de la justice qui est au-dessus de ma tête. Je comprends juste qu'aujourd'hui, pour certains, je peux prendre tous les risques du monde, mais malheureusement, aujourd'hui, quand je vais au tribunal, je suis tout seul. Et ça ne va pas. C'est facile d'encourager quelqu'un à dire « Oui, vas-y, donne des coups, donne les coups. » Oui, après, je me retrouve au tribunal. La dernière fois, on est quoi ? On est 5. Là, ça ne va pas. Et là, je le dis aussi, je critique ouvertement la dissidence. Tout ce mouvement, enfin, la dissidence, parce que je pense que ça n'existe de toute façon plus, et que c'est mort depuis un petit temps, depuis que certains ont fait des conneries. On en parlera. Et donc, voilà. J'en veux beaucoup à ce mouvement qui, par exemple, j'ai un procès ici qui va démarrer et qui va être énorme parce que c'est un procès pour antisémitisme, pour négationnisme, pour révisionnisme. Bon, j'ai sur le dos la LICRA, je ne sais pas si vous imaginez, la LICRA française qui vient porter plainte en Belgique. J'ai la LBCA, j'ai le Centre pour l'égalité des chances, j'ai le Centre d'action laïque. J'ai tout le monde sur le dos, le CCOJB. Il y a 15 avocats contre moi et il n'y a personne. Personne pour me soutenir. Elle est où cette solidarité ? Où sont ces personnes qui m'ont encouragé quand j'étais au Parlement et que j'exprimais leur voix ? Ils doivent être là aussi dans ces moments-là, parce que c'est bien beau tout ça. Mais si on n'est pas derrière les personnes qui prennent des risques, il ne faut pas s'étonner après que plus personne ne veuille prendre des risques. Et ça, je pense que les citoyens doivent s'en rendre compte et ils doivent aussi tirer des conclusions de leur comportement. C'est bien beau d'être présent lorsqu'il y a des élections, mais après, c'est encore plus maintenant que j'ai besoin des gens. Maintenant, j'ai besoin parce que, je ne suis plus sur la scène médiatique, donc on ne se gêne pas pour me traîner dans la boue. Je risque clairement des peines d'emprisonnement, des amendes très très importantes. C'est maintenant qu'il faut un mouvement populaire pour me soutenir. Et là, je constate quoi ? C'est que plus personne ne se déplace. Les gens se contentent de me soutenir sur Internet. C'est bien, c'est gentil. Je suis content. En un mois et demi, j'ai pris 5000 personnes sur Internet, sur Facebook. C'est bien. Mais en attendant,
il faut... C'est aussi le problème, c'est que on crée aussi des dissidents de canapé ou de clavier. Et je dis clairement, attention, il ne faut pas tomber dans cette logique-là de croire que parce qu'on passe 2 heures sur Internet en diffusant des informations sur YouTube ou sur Facebook, on est un dissident et qu'on agit véritablement pour le changement. Non, il faut soutenir les personnes qui essayent de prendre ce combat à bras le corps.